faire plaisir aux enfants en cette période de fête de fin d'année, l'heure est à la course aux jouets. Nous sommes à quelques jours de la fête de Noël, une fête tant prisée par les enfants et pour laquelle beaucoup attendent impatiemment le jouet qui jusqu'ici garnissent encore les étalages des commerçants. Au marché circonstanciel installé à la place Léline à Cotonou, les clients se font rares. Cette année, on constate que les clients ne viennent pas, les parents ne viennent pas comme nous les attendons. Et même si quand elles viennent là, elles partent à cause des prix. On a des petites choses et on a des grandes choses. Mais quand ils viennent ici là, ils veulent des grandes choses, mais les prix qu'ils amènent là ne suffisent pas. Et il y a encore la mévente. Beaucoup ne viennent pas. L'affluence cette année, ça n'a pas été comme l'année passée. La vente, ça ne coule pas comme l'année passée. Mais les clients viennent un à un. On se plaint pas trop quand même. Les années antérieures, la vente était bien, les gens venaient acheter beaucoup. Mais cette année, nous ne savons pas ce qui ne va pas. On ne sait pas trop si c'est qu'il n'y a pas d'argent dans le pays, mais même s'il n'y a pas d'argent dans le pays, on doit faire plaisir à nos enfants quand même. Pour certains parents, la conjoncture économique actuelle ne facilite pas les choses. Pire, les prix des jouets ont presque doublé. Je suis venue pour prendre des cadeaux pour mes enfants. C'est un peu cher. Les prix c'est vraiment cher. Je ne sais pas pourquoi cette année-ci, là, ils ont trop augmenté le prix à leur jour. Je me promenais pour voir un peu si le prix sera en baisse à côté, mais bon, je trouve que pratiquement c'est les mêmes choses partout. Je trouve que c'est un peu cher par rapport au temps. C'est un peu dur, il n'y a pas le marché, mais bon. Si c'est pas avec les bonnes dames, elles disent qu'elles ne gagnent pas beaucoup. Mais déjà un peu partout, on voit que c'est le même prix. Ça veut dire que c'est raisonnable, mais c'est parce que il y a un peu la conjoncture qu'on trouve que c'est cher. Chères autorités, je vous demande de faire un peu de subvention pour les jouets des enfants, puisque tous les enfants doivent s'amuser, que ce soit les plus riches, les moins riches, pour que tout le monde ait le sourire. S'ils peuvent faire quelque chose, subventionner pour que le prix diminue un peu, ça nous ferait plaisir. Offrir des jouets en période de fin d'année est entré dans les habitudes dans presque toutes les familles du Bénin. Et il est important d'assouvir la soif de nos bouts de chou en se sciant les ceintures pour offrir ce sourire de Noël. Nous sommes arrivés à une séance en limitation du cadre de concertation des forces politiques de l'opposition. Et vous savez que déjà le 11 décembre, nous avons donné de la voix dans un débat qui, en apparence, est politique, mais en réalité, c'est un débat citoyen. Et parce que c'est un débat citoyen, nous avons donc répondu à l'invitation de ce cadre de concertation pour apporter notre contribution au débat qui est en cours. Ce débat, vous le savez déjà, concerne la liste électorale, concerne le code électoral. Et vous savez que c'est des instruments qui peuvent générer la paix ou même la violence. Imaginez en tant que représentant des travailleurs, nous avons été, ces 8 dernières années, pour ne pas dire ces 9 dernières années, appelés, serrer la ceinture, à faire en sorte que le gouvernement ait les moyens de réaliser ce dont il se vante aujourd'hui. Vous comprenez que si quelque chose devait mettre à mal la cohésion et la paix, et que par des violences on allait détruire tout ça là, c'est pas normal que nous soyons du reste. Et donc, en tant qu'organisation syndicale, nous sommes présents, pas parce que nous faisons de la politique, mais nous sommes dans la rigueur citoyenne, qui doit interpeller tout le monde, à savoir comment faire pour coproduire la paix, avant, pendant et après les élections de 2026.
Et je crois que les échanges que nous avons eus aujourd'hui ont démontré vraiment que le premier souci, même si ça peut avoir des retombées politiques pour les chapelles, le premier souci, c'est que faire pour que la quiétude règne dans le pays. Que faire pour que chaque citoyen se retrouve et ne soit pas obligé de prendre ses valises, de courir, ou même qu'on ne soit pas obligé de répéter en grandeur nature ce que nous avons connu dans les précédentes élections. C'est pour ça que nous sommes là, et j'espère que nous serons entendus. Mais de toutes les façons, j'ai pas de raison de douter, puisque le premier magistrat du pays a donné sa parole, il s'est engagé pour laisser un Bénin pacifique, il s'est engagé pour contribuer à ce processus. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas espérer qu'à la fin du processus, chacun sera fixé et on ira en toute quiétude à cette consultation que nous voulons festive. Sous le coup de la surprise et de la colère, nos ennemis, comme vous le savez, ont décidé d'un embargo inédit et inhumain contre le peuple nigérien pour donner à leur agression militaire contre notre pays toutes les chances de réussir. La suite des événements est connue de tous. Notre grand peuple, soutenu par ses frères du Burkina et du Mali, a su victorieusement y faire face avec dignité, résilience et détermination. Face à leur échec, au lieu de s'inscrire dans la marche de l'histoire en cours au Sahel, en prenant notamment acte de notre choix politique, nos ennemis, nostalgiques de leur position de puissance néocoloniale et déterminés à défendre leurs intérêts, ont élaboré avec la complicité de certains Nigériens et des Africains renégats une nouvelle approche méthodiquement articulée autour des actions suivantes. 1. Une cabale médiatique organisée contre le Niger, ses pays frères ainsi que leurs dirigeants à tous les niveaux. 2. Une approche machiavélique pour saper la cohésion entre les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie d'une part et d'autre part entre le CNSP et son gouvernement avec la complicité de certains Nigériens. 3. Une campagne diplomatique auprès de tous les pays et autres institutions sous-régionales, régionales et internationales pour diaboliser et isoler notre pays. 4. Une guerre financière et économique pour étouffer notre pays, tout en prenant le soin d'annoncer formellement la levée de l'embargo. 5. Des actions ciblées pour agiter le front social avec la complicité de quelques acteurs politiques et de la société civile. 6. Des démarches pour diviser notre peuple et pousser certaines communautés à se rebeller contre l'autorité de l'État. 7. L'installation de bases militaires, d'unités mixtes de déstabilisation et de cellules de renseignement dans certains de nos pays voisins dans une stratégie sordide d'encerclement du Niger et des pays de la Confédération pour nous maintenir en permanence sous pression sécuritaire. 8. Enfin, la formation, le renseignement, le soutien financier et matériel à des groupes terroristes ainsi que leur encadrement et accompagnement sur le terrain des opérations. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, comme vous pouvez le constater, ceux qui nous combattent pour nos choix politiques ont juste changé de méthode.
Ils continuent encore, par leurs actions perfides et subversives, à nous faire véritablement la guerre. C'est le lieu de rendre un vibrant hommage à nos forces de défense et de sécurité qui, souvent, au prix du sacrifice suprême, protègent l'intégrité de notre territoire et assurent la sécurité ainsi que la stabilité de notre pays. À leurs veuves et leurs orphelins, qu'ils trouvent ici l'expression de notre compassion et notre soutien total. La République démocratique du Congo a porté plainte contre Apple France et Belgique. Le pays d'Afrique centrale accuse les filiales françaises et belges de recel de différents crimes, incluant des crimes de guerre, de blanchiment, de faux, d'usage de faux et de tromperie. Apple est accusé d'utiliser dans ses appareils des minerais de sang issus de contrebande, à savoir l'étain, le tungstène, le tantal et l'or. Cette plainte est l'aboutissement d'un long bras de fer entre l'État congolais et l'entreprise américaine. Le communiqué publié ce mardi par les avocats de la RDC précise que l'objectif de la plainte est de confronter les individus et les entreprises impliquées dans la chaîne d'extraction, d'approvisionnement et de commercialisation des ressources naturelles et des minerais pillés en RDC. En avril dernier, la RDC avait mis en demeure Apple. Le groupe américain nie utiliser des minerais issus d'exploitation illégale. Quant au Rwanda, accusé de fournir ces minerais de contrebande, le pays rejette les accusations. Le balai aérien continue dans cet aérodrome de l'île de la Réunion, base arrière logistique de l'aide humanitaire d'urgence venue de France et destinée à l'île voisine de Mayotte. Il y a 3 jours, la petite île française densément peuplée a subi de plein fouet la tempête Chido, le pire cyclone de l'archipel depuis près d'un siècle. L'eau et la nourriture sont les priorités absolues, selon les travailleurs humanitaires. Là aujourd'hui, l'accent est mis sur les vivres alimentaires. Évidemment, dimanche, nous étions plutôt sur le soutien médical, donc du matériel médical pour mettre en œuvre un hôpital de campagne et également le personnel qui accompagne cet hôpital de campagne. Là, aujourd'hui, la priorité est aux vivres, des stations de purification d'eau, des conserves pour se nourrir, des bouteilles d'eau, des bouteilles de lait, tout ce qui peut aider la population mahoraise maintenant à se rétablir au mieux et au plus vite. Le cyclone Chido a fait des centaines, voire des milliers de victimes à Mayotte, selon les autorités. De l'équipement médical a déjà été acheminé sur l'île. Il est de tradition en Bavière que le Bayern et ses stars descendent dans les quartiers de supporters, le temps d'une communion publique à l'occasion de la Noël. L'international allemand Jamal Musiala était ainsi avec l'équipe au fan club de Griabigen dans le quartier de Niederbergkirchen pour expérimenter ses compétences en Schuhplatter, la danse traditionnelle bavaroise. La relation entre les clubs et les supporters est très importante pour nous tous et c'est bien qu'il y ait toujours un lien étroit. Nous voulons être une grande famille, donc nous avons besoin de journées comme celle-ci. Les joueurs comme Dayo Upamecano, Müller ou encore Harry Kane n'ont rien manqué des différents défis. En visite en République centrafricaine, le chef des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix, a rencontré le Premier ministre du pays, Félix Moloua. Les 2 hommes ont dressé ensemble un état des lieux de la situation, discutant des progrès réalisés par la MINUSCA et de ce qui reste à faire, la mission multidimensionnelle ayant vu son mandat prolongé jusqu'au 15 novembre 2025. Nous avons fait le point d'un certain nombre de progrès importants réalisés, notamment dans le redéploiement de la présence de l'État, en ce qui concerne aussi les efforts de stabilisation qui portent leurs fruits dans plusieurs parties du territoire.
les progrès réalisés en matière de désarmement de membres des groupes armés, du fait qu'un certain nombre de groupes armés aussi, un nombre important d'ailleurs, se sont retirés de la lutte armée, se sont réintégrés dans la vie civile. Nous avons bien sûr évoqué la perspective du cycle électoral à venir l'année prochaine, cycle électoral que nous avons, à travers la MINUSCA et nos partenaires des Nations Unies, commencé à soutenir activement la préparation de ce cycle électoral. Le chef des opérations de paix de l'ONU a réitéré l'engagement des Nations Unies à continuer à travailler dans un esprit de collaboration et de plein engagement aux côtés de la République centrafricaine pour relever les défis. Une présence russe qui n'est plus la bienvenue sur le sol syrien. Par la voix de son porte-parole, le nouveau gouvernement de transition a fait savoir que la présence des troupes russes n'avait plus de raison d'être avec la chute du gouvernement de Bachar al-Assad. Obeida Arnaout a appelé la Russie à reconsidérer sa présence et à établir des contacts avec les nouvelles autorités syriennes. La Russie peut reconsidérer sa position et prendre l'initiative de tendre la main à la nouvelle administration pour montrer qu'elle n'a pas d'animosité envers le peuple syrien et que l'ère du régime Assad est enfin terminée. Selon le porte-parole, la Syrie est entrée dans une nouvelle phase plus ouverte au monde. Le pays souhaite établir de bonnes relations avec ses voisins et avec la communauté internationale. La Syrie serait déjà en discussion avec les États-Unis pour le retour du citoyen Travis Timmerman, détenu dans les prisons du gouvernement d'Assad. En échange, le pays appelle la communauté internationale à reconsidérer la désignation de Hayat Tahrir al-Sham en tant qu'organisation terroriste. Une qualification inexacte selon les nouveaux hommes forts de Damas. Les autorités sanitaires palestiniennes ont rapporté lundi que le nombre de morts causés par la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza a dépassé les 45 000. Le ministère de la Santé de Gaza précise qu'il n'y a pas de distinction entre civils et combattants dans ce décompte. Qu'est-ce que Netanyahou veut de plus? Du sang du peuple palestinien? Plus de 45 000 martyrs, en plus de ces personnes qui sont toujours sous les décombres et qui n'ont pas encore été retrouvées, enterrées et dont les corps sont en décomposition. Que veut-il? Nous disons au monde que cela suffit. Assez de ces génocides. L'armée israélienne affirme avoir tué plus de 17 000 militants sans toutefois fournir des preuves à l'appui. Et selon le ministère de la Santé palestinien, le bilan réel pourrait être encore plus élevé. Il y a beaucoup de tueries, beaucoup de morts. Nous ne sommes pas responsables. Nous n'avons rien à voir avec tout ce qui nous arrive. Nous n'avons rien fait de mal pour que cela nous arrive. Aujourd'hui, il y a 45 000 martyrs. Quand la guerre se terminera-t-elle? Quand ils se seront débarrassés de tous les gens? Après des mois d'impasse et de pertes humaines, de nouveaux signes laissent penser qu'Israël et le Hamas pourraient enfin parvenir à un cessez-le-feu avec la possibilité de libérer des otages. Un acte terroriste secoue Moscou. Mardi, le lieutenant-général Igor Kirillov, chef des forces de protection nucléaire, biologique et chimique, a été tué par une bombe dissimulée dans un scooter devant son domicile. Âgé de 54 ans, il était sous sanction de plusieurs pays, notamment le Royaume-Uni et le Canada, pour son rôle dans l'opération militaire russe en Ukraine. L'incident a été qualifié d'acte terroriste, de meurtre, de trafic illégal d'armes et de munitions. En qualifiant cet acte de terrorisme, Moscou a promis des représailles contre Kiev. Igor Kirillov avait récemment été accusé par le service de sécurité ukrainien, le SBU, d'avoir ordonné l'utilisation d'armes chimiques interdites. L'attaque déclenchée à distance a également coûté la vie à son assistant. Alors que l'enquête se poursuit, cet assassinat marque une nouvelle escalade dans les tensions entre Moscou et Kiev.
En Russie, la côte de la mer Noire est affectée par une marée noire. Selon les estimations, 3700 tonnes de mazout auraient été déversées dans la mer par le naufrage de 2 pétroliers. Mon mari est ici, mon frère est ici, ils sont venus nous aider. Plus de 260 personnes ont été mobilisées dans la station balnéaire d'Al Napa sur la côte de la mer Noire pour nettoyer les plages. Nous retirerons tout cela, même si cela peut sembler impressionnant de l'extérieur à cause des produits pétroliers. Les 2 navires ont fait naufrage lors d'une tempête dans le détroit de Kertch qui sépare la Russie de la Crimée. L'un des navires a coulé tandis que le second a subi de lourds dégâts. Une personne a perdu la vie et 26 membres d'équipage ont été évacués selon les autorités russes. Des enquêtes ont été ouvertes pour déterminer d'éventuelles violations des règles de sécurité maritime. Le détroit de Kertch, crucial pour les exportations russes de céréales, sert également au transport de pétrole brut, de mazout et de gaz naturel liquéfié.